Bonjour, c'est le deuxième jour de la Carp Academy au centre de pêche de Manorm Farm Fishing. Et qui dit nouvelle journée, dit nouvelle méthode. James, parle-nous des nouveautés. Hier, on a parlé du montage Zig-Rig et de quelques méthodes de pêche en surface. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une pêche plus profonde. On a justement sorti cette belle carpe avec un sac soluble. C'était nouveau pour toi? Oui, je m'en étais déjà servi, mais j'ai vraiment approfondi mes connaissances et amélioré ma technique. Magnifique. L'heure est venue d'aller retrouver mon ami Jack Whitebore qui va nous parler des sacs solubles plus en détail. Alors, les sacs solubles sont une technique de pêche imparable. Jack, toi, c'est vraiment ton truc, pas comme moi. Mais on va d'abord parler du baddling qu'on devra mettre à l'intérieur du sac soluble. Je vais vous le montrer. Je voudrais qu'on s'intéresse d'abord au plomb. Oui. C'est un plomb inline. Oui. C'est parce qu'il faut tout mettre à l'intérieur du sac. Donc on n'a pas besoin de clip plomb. Déjà parce que le baddling est solide. Il y a le poids du plomb. Avec un clip plomb, on a du mouvement. Et puis, il faut que ça rentre dans un sac. Souvent, on choisit un plomb de petite taille, mais avec un plomb déporté, ça ferait trop. Ouais, c'est galère en fait. On a le clip plomb, le connecteur, et puis ça s'en mêle de partout. Oui. C'est plus compliqué. Et ça ne serait pas plus petit. Non. C'est la première chose. Un plomb inline. Quand on pêche dans un herbier, il vaut mieux fixer le plomb au manchon. Tout à fait. Tu aurais pu opter pour un drop-off. Oui, dans les herbiers, ou quand on choisit un plomb plus gros pour les plus grosses prises. On choisira peut-être un drop-off, mais dans ce contexte-là, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas de souci. On a des touches régulières, on a rarement besoin d'éjecter le plomb. J'ai bien compris. Maintenant, la longueur du baddling. J'ai l'impression que l'émerillon relie deux tresses de 2,5 cm. C'est ça. On a donc un baddling de 5 cm et un petit hameçon de 8. Oui. Et enfin, une petite bouillette qu'on a bien imbibée. Oui. Selon moi, on n'a pas besoin de faire compliqué pour le baddling. Le plus important, c'est d'avoir un montage équilibré. Ouais. À mesure que le sac va se dissoudre, le poisson va approcher. Il est gourmand et il cherche à avaler tout ce qu'il peut. Donc l'appât doit être équilibré pour être avalé et le plus léger possible. Pour être facilement aspiré. Le poisson va l'aspirer et l'hameçon avec, tout simplement. Et il sera piqué. Ouais. Et on a un petit émerillon ici. Donc, s'il y a un peu de courant, avec ce type de bouillette légère, l'appât revient. Même s'il tombe, il reste dans le sillage de l'amorce. Oui, c'est ce qu'on voit dans les images prises sous l'eau. L'appât doit toujours être bien équilibré pour se replacer. Avec ce baddling tout simple, il ne bouge pas, contrairement à ce qui se passerait avec un montage avec un clip plomb. Ça fonctionne très bien. Parfait. Passons à la partie la plus importante. C'est surtout sur ce point qu'on nous pose des questions. Comment on attache le sac soluble? Le tien est parfaitement compact, bien aérodynamique. J'ai le mélange ici. Il y a un mélange de farine, de petits pellets, un mélange de différents pellets bien attractants. Alors, comment tu fais? Explique-moi. Par quoi tu commences? Pour commencer, je verse un peu d'amorce pour ouvrir le sac. Je la pousse dans un coin. D'accord? Ensuite, je glisse l'appât et je rajoute encore de l'amorce. Pour le prendre en sandwich. Oui, de toute manière, il faut mettre tout le baddling dans le sac. Donc on le place où on veut selon la manière dont on veut qu'il se pose au fond. Encore un peu d'amorce et ensuite je glisse le plomb assez vite. Ouais. Je rajoute de l'amorce au-dessus et je m'assure que le plomb est bien recouvert. Ok, donc le plomb se retrouve dans le milieu du sac. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'on ne pêche pas très loin. D'accord. Si je devais lancer loin à plus de 100 mètres, j'aurais fait l'inverse. Dans le fond. Le plomb dans le fond, voilà, pour que le sac aille plus loin. Mais comme on pêche à proximité, c'est plus facile. À courte distance, on place l'appât en premier. Pour les longues distances, le plomb en premier, suivi de l'appât un peu plus haut. Et comment tu fais un sac aussi compact? En fait, on peut obtenir quelque chose de très ferme avec ces sacs, en évitant surtout l'humidité. Il faut bien tasser l'amorce, combler tous les espaces. Avec ce mélange, on a plein de petits pellets. C'est plein de petits grains. Tout se compacte parfaitement. N'hésitez pas à en rajouter. Et avant de fermer le sac, tassez bien le tout. Ne laissez aucun espace
l'espace vide. Quand vous allez le lancer, il va d'abord heurter l'eau avant de plonger dans le fond. Donc si c'est mou, ça va mal descendre. Alors qu'avec un sac compact, on le sent bien tomber. C'est vrai. Ça plonge comme un plomb, ou presque. J'ai ici celui que tu as fait. Et pour le nœud, moi j'aime bien le mouiller. Mais toi, tu as mis un fil PVA. J'ai pris un fil. Tu es trop jeune, il faut de l'expérience pour cette technique. C'est quand même un coup de main à prendre. Oui, je tourne l'extrémité aussi fort que possible et avec le lien, je fais un tour bien serré et quelques nœuds. Ensuite, je coupe ce qui dépasse en faisant attention à ne pas couper le fil, parce que ça arrive vite. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Une autre astuce, juste avant de le lancer, ce que tu fais, c'est que tu perfuses un liquide aromatique par le dessus du sac. On en met une petite quantité pour rendre l'amorce encore plus attractive. Joli travail. C'était le sac soluble par Jake Whitebord. On vient de voir une belle présentation du sac soluble par Jake Whitebord. Et mon cher Bernard, tu n'es pas réputé pour ta pêche au sac soluble. Mais tes élèves ont fait de belles prises. Oui, ils ont fait de beaux poissons. On a fait de magnifiques lancers de sac soluble en prenant des repères de distance au début de la session et on a fait plusieurs touches. On en a sorti plusieurs comme celui-ci, mais aussi de plus gros. Sam, tu as vu une technique qu'on utilise beaucoup ici. Mais est-ce que tu pratiques souvent la pêche au sac soluble? Oui, c'est ce que je fais le plus souvent. C'est ma méthode préférée. D'accord. Et pourquoi tu aimes tellement ça? Le baddling se présente toujours bien. C'est ça. Même dans les herbiers, elle se place bien. Et ça marche à tous les coups. C'est ce qu'il faut retenir. Le bon point du sac soluble, c'est qu'une fois qu'il est dissous, le baddling est là, prêt à attirer la carpe. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Cet homme-là, à ma droite, Darrell Peck, en sait plus que nous tous réunis. Mais on a de la chance parce que c'est un grand moniteur de pêche et qu'il transmet ses connaissances à un grand nombre de pêcheurs, quelle que soit leur expérience. Maintenant, ma question est la suivante. Quelle est l'erreur que la plupart des pêcheurs commettent? C'est surtout l'incohérence et le manque d'attention porté sur les détails. Tu sais, tout le monde est capable de réussir quelque chose, mais c'est dans les petits détails que ça se joue. Moi, comme je fais ça à plein temps, c'est devenu automatique. Donc je vois les erreurs et j'essaie de donner de bons conseils aux pêcheurs pour les aider à s'améliorer. Ce que j'adore avec toi, c'est que tout reste très simple. Mais tu fais les choses avec une grande précision. La finesse de l'hameçon, la longueur de ligne, le lancer. Mais dis-moi ce que tu as remarqué. Commençons par le montage. Quels sont les petits défauts que tu remarques chez tes élèves? D'abord, au niveau du montage. Eh bien, je constate souvent un problème de longueur, de manière générale. Par exemple, si vous avez un montage court avec un cheveu long et un gros appât, le poisson mord dans l'appât à la verticale. Et le baddling se tend avant que l'hameçon n'entre dans la bouche. Et donc il ressort. Il faut rester logique. Si la tresse est courte, il faut un cheveu court et un petit appât pour qu'il entre dans la bouche du poisson et le piège rapidement. D'accord. À propos de l'affûtage de l'hameçon, j'ai remarqué en discutant avec des pêcheurs sur les réseaux sociaux que certains veulent attraper 10 poissons sur le même hameçon. Je ne dis pas qu'il faut changer l'hameçon à chaque prise, mais c'est important, non? Si on veut être sûr de mettre toutes les chances de son côté. Qu'est-ce que t'en penses? C'est difficile de voir si un hameçon est bien affûté. Chacun fait des tests à sa manière. Moi, je le vois presque à l'œil nu ou je le teste du bout des doigts. Mais c'est un des éléments les plus importants du montage. Une fois qu'il y a un appât dessus qui intéresse le poisson, il mord l'appât et à ce moment-là, l'hameçon doit piquer la lèvre du poisson. Si c'est mal fait, vous devrez faire 10 fois plus de touches qu'avec un hameçon aiguisé pour faire une vraie prise. Donc, l'affûtage de l'hameçon est essentiel. Je sais que ce problème d'hameçon mal aiguisé est très fréquent. J'ai vu beaucoup de pêcheurs qui sortent une fois par mois ou tous les 15 jours
qui délaissent complètement cette partie du matériel. Ils sont là, oh, ça ira, c'est toujours pointu. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il est tordu, ils vont s'en servir. C'est une hérésie, tu ne crois pas? Évidemment. L'hameçon, c'est un des éléments les plus importants. Donc si on a le moindre doute, mieux vaut en monter un neuf. Ouais. Bon, le lancer maintenant. Après avoir rencontré de nombreux carpistes, grâce aux différents projets que j'ai menés, tous niveaux confondus, le lancer me paraît être le plus gros point faible, au niveau technique et du ressenti. Parle-moi un peu de ça, Darrell. Il y a aussi une histoire de précision. On connaît tous le lancer parfait. De nuit, sous des branches basses, celui qui évite de justesse la branche, qui frise l'eau et fait une prise presque immédiatement. C'est ce qui se produit quand les conditions sont bonnes, que l'étang n'est pas très profond et que les poissons se cachent à cet endroit. Ceux qui lancent loin des arbres, là où l'eau est profonde, sont loin des poissons. Donc c'est essentiel. Maintenant, si on parle du ressenti du plomb, c'est ce qu'il faut arriver à maîtriser en priorité. Parce que quand le plomb descend, l'appât le suit et si vous avez une ligne tendue, il va rester séparé du plomb et s'en écarter. Si vous ne sentez rien, l'appât va finir par s'emmêler dans la ligne et il se présentera mal. Vous ne verrez aucun pêcheur dans les vidéos de carpistes pro qui ne sentent pas descendre son plomb et qui ne dépose pas à chaque fois avec une extrême précision. Oui. Maintenant, si ce qu'on vient de dire vous parle, je vous propose de vous lever, d'aller vous regarder dans un miroir et de vous poser la question. Est-ce que je me sens concerné? Si la réponse est oui, corrigez vos erreurs. Jake, tu as sorti un magnifique miroir. On n'en voit pas souvent. C'est ta première? Ma première, oui. Super. Et qu'est-ce que tu penses de la Carp Academy? Génial, je passe un super moment. À propos de Carp Academy, ton moniteur est l'incroyable Dave Levy. Dave, tu es connu pour ta pêche en bordure. Et je crois que Jake en a sorti quelques-unes avec toi. Oui, il a fait de beaux poissons très près du bord, à 15-20 cm de la berge. Il a misé sur ceux qui approchaient. Bon, magnifique. Donc maintenant, on va aller dans le spot de Jake. Et Dave va nous montrer comment il fait pour pêcher en bordure. J'espère que ça vous aidera à réussir vos prises en bordure de plans d'eau. Alors Dave, tu as plusieurs prises à ton actif pêchées en bordure. Et je voudrais que tu me montres exactement où se trouvait Jake hier soir. Hier soir, on était juste là, juste au bord. Juste là. Raconte-nous cette histoire, c'est assez marrant. Oui, on allait faire un lancer quand on a vu un tourbillon. On s'est arrêté et on a juste plongé notre ligne. On a posé la canne et 10 minutes plus tard, il a sorti sa carpe. C'est fou. Mais il faut retenir une chose de cette histoire, surtout dans les étangs privés. Comme tu me l'as dit hors caméra, tous les pêcheurs jettent toujours leur amorce au bord avant de partir. Exactement. On range nos cannes, on jette l'amorce et on s'en va. Et à la tombée de la nuit, les poissons passent sur les bords et nettoient tout ça. Donc c'est comme si on avait préamorcé le secteur. Mais oui, c'est vrai, on fait tout ça. C'est un peu comme sur les plans d'eau de concours. Le concours se termine à 15 h, les pêcheurs vident l'amorce et les carpes sont habitués à cet horaire. Oui, c'est plein d'asticots en bordure. C'est une pêche que tu pratiques partout? Tu places toujours une canne en bordure? Oui, je surveille toujours les bordures. Pendant la phase d'observation, j'amorce toujours un peu au bord. C'est un endroit facile à surveiller. On n'a pas besoin de scruter le lac, il suffit de regarder à ses pieds et de guetter les signes de leur présence. Tout à fait. Et avec la pêche de bordure, on voit faire les poissons. On comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Quand ça se passe au loin, on ne voit rien. C'est vrai, on voit combien il y a de poissons. S'il y en a un gros ou plusieurs petits, vous avez une idée de ce qui se passe sous l'eau. Pour l'amorçage aussi, c'est pratique, parce qu'on peut continuer à appâter pour les habituer à revenir et créer un spot attractif. C'est ça. Et on voit aussi quand ils ne sont pas là. S'ils deviennent méfiants, il faut recommencer à les appâter pour leur redonner confiance jusqu'à ce que vous arriviez à en sortir un. Tout à fait. Alors Jake, tu as l'air d'avoir pas mal d'expérience. Tu as fait un très beau montage. Tes cannes sont rapprochées, elles ont l'air au top. Tes copains de l'Essex doivent être fiers de toi. Bon, tu avais déjà pêché en bordure depuis que tu es à la Carp Academy? Non. En général, je pêche au loin. Vraiment? Je ne pêchais jamais au bord, mais maintenant, je le ferai. Ouais, n'oublie jamais les bordures. Un pêcheur à l'anglaise appelait ça la limite intérieure. N'oubliez pas la limite intérieure. Il faut y penser. Donc, montre-nous ça. Tu as déplacé un peu ta zone de pêche, non?
C'est dans l'angle là-bas. Oui, ils vont là où le soleil brille en fin de journée, mais en plein jour, ils s'enfoncent vers ces arbres. Donc on a choisi d'aller pêcher là-bas et ça marche. On les attrape quand ils sortent de sous l'arbre. Ok, Jake, j'ai remarqué une queue. Je vous jure que c'est vrai. Juste à la pointe de ta canne, pendant qu'on parlait. Donc, ce que tu disais est vrai. Je vais te laisser remettre cette canne à l'eau, parce que s'il y a un poisson, tu dois avoir envie de tenter le coup. Fais-moi voir ça. Tu viens de fixer un petit sac. Ça te permet de protéger le bas de ligne et l'hameçon. Oui, et il va aider à une bonne présentation de l'hameçon. L'amorce va couler très lentement, donc quand ils viendront chercher les pelecs qui flottent, ils vont aspirer l'hameçon et on aura rapidement un départ. Magnifique. Vas-y, place ta canne. Il y a un vent latéral, c'est plus dur, c'est ça? Voilà. Détends ton corps de ligne. Beau travail. Dis-nous, Dave, quand on pêche à cette distance, il vaut mieux une bannière tendue ou pas? Non, bien détendu, parce que les poissons vont et viennent, et il ne faut pas qu'ils touchent la ligne et prennent peur avant d'avoir mordu. D'accord. J'ai dit à Jake de laisser un corps de ligne bien détendu à la pointe de la canne. Ils ne sont pas loin, et on sait dans quelle direction ils vont. Tu n'as pas besoin de guetter la touche. Quand ça mord, ça siffle. On ne se précipite pas. Oui, c'est ça. Quelle quantité de bouillettes tu utilises ici? Je t'ai vu en mettre, mais tu as une technique à ce niveau-là. Tu en mets moins, c'est ça? Je jette quelques pelettes, quelques bouillettes écrasées et quelques-unes entières pour qu'il y ait un peu de tout. D'accord. Il faut essayer de les surprendre. Ne pas mettre uniquement des pelettes pour assurer leur curiosité. On met de tout. De la petite amorce, des brisures plus ou moins grosses. Il faut leur donner envie de revenir. C'est ça. Super, Jake. Ta canne est en place? Tu es prêt pour la prochaine prise? Oui, ça va pas traîner. Super. Et ben voilà, la pêche en bordure, c'est fait. Génial. Alors, on vient voir tes jeunes sortir une autre carpe. Mais avant ça, je voulais parler d'hier soir et de ton cours magistral sur le lancer. Tu as été intransigeant. Lancer à côté, ça ne suffit pas. Non. Sur ce type de plan d'eau, on l'a vu l'année dernière, c'est possible d'amener le plomb jusqu'au roseau. Donc on a voulu qu'ils y arrivent au début de la session. Ils ont lancé des plombs sans montage et il fallait approcher des roseaux. Ils y sont allés petit à petit jusqu'à ce qu'ils arrivent à tomber pile devant. Ensuite, j'ai posé un petit marqueur sur leur ligne pour qu'ils puissent reproduire ce lancer après une prise avec des piquets de distance. Je veux qu'ils se placent au niveau du piquet, là où se trouve Tom. Jusqu'à ces roseaux, il y a 13,5 longueurs de canne. Donc même s'il perd son marqueur, il pourra reprendre son repère de 13,5 fois la longueur et refaire un lancer. Et on a remarqué que les poissons sortaient des roseaux à la tombée de la nuit et qu'ils partaient explorer les alentours. Ils s'éloignent de la berge? Oui, on n'a pas besoin de tomber pile devant les roseaux. Au moins, ça évite qu'on se retrouve accroché à un roseau en pleine nuit. Donc ils reculent le lancer d'une demi-canne et on fait la même chose avec le spod. Ils sont pareils de jour comme de nuit. Ils s'en sortent bien. La précision, c'est un point important, non? Oui, j'essaie vraiment d'insister là-dessus. Par exemple, si je pêchais sur ce plan d'eau, je le noterais dans mon téléphone. Je noterais 13,5 longueurs de canne. Comme ça, quand je reviens, j'ai plus qu'à placer mes piquets, prendre mon repère, et c'est parti, je lance en plein dans le mille. D'accord, super. Allez les garçons, venez nous montrer ce poisson. C'est très important que les carpes soient bien traitées. Vous verrez qu'au cours de toutes nos sessions, on utilise un beau tapis de réception. C'est ce qui nous sert à manipuler le poisson, à le peser et à le remettre à l'eau. C'est un tissu très doux, qui n'abîme pas le poisson. Tom le tient bien comme il faut. Je m'assure que le fond soit joli et dégagé derrière lui pour prendre quelques photos. On y va? Fais-moi ton sourire de carpiste. Attention. C'est très bien. Encore une. Regarde sa tête. Voilà. Super. C'est bon, repose-le. C'est notre dernière soirée à la Carp Academy. Aaron, c'est une très jolie commune. Tu t'es amusé? Ouais, c'était super. Tant mieux. T'as appris des choses? Ouais, plein. À ce propos, voici leur moniteur, Ollie. Il y avait quelques herbiers dans votre spot de pêche. Ouais. Quelle est la méthode qui a payé? En fait, c'est plein d'herbes. Donc on a passé un moment à regarder si on trouvait des poissons. Et on a finalement opté pour des sacs PVA. On a lancé nos montages et voilà le résultat.
D'accord. Et il s'est passé un truc génial. Malheureusement, on n'a pas d'image, mais Jordan, tu as battu ton record personnel à la Carp Academy. Vas-y, raconte-nous un peu. C'était génial. J'ai lancé un sac PVA dans la baie. Ouais. Et il faisait 9,3 kg. Bravo. C'est ton premier de 9 kilos? Oui, c'était le premier. Génial. Voilà une belle aventure. Je vous l'ai dit, c'est la dernière soirée. On fait de belles carpes aux zig, des prises en profondeur, et les pêcheurs ont fait un carton au centre de pêche de Manor Farm. Les sacs de matériel sont rangés et c'est le signe qu'une nouvelle session de la Carp Academy se termine. Dans la matinée, on a assisté à de très belles prises en profondeur, aux sacs solubles. Sans doute les plus beaux poissons du spot. On a vu des sourires sur tous les visages, mais le moment que je préfère arrive maintenant. La remise des diplômes. J'ai appris la pêche au zig et j'ai sorti mon premier poisson au zig aujourd'hui. J'ai vraiment envie de pratiquer cette technique une fois de retour sur les plans d'eau de chez moi. J'ai beaucoup apprécié la Carp Academy parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai rencontré de très bons pêcheurs. Ça m'a beaucoup plu. C'est difficile de dire ce que j'ai préféré, mais je crois que le lancer et les sacs solubles, c'était 2 points importants pour moi. Pendant la Carp Academy de cette année, j'ai appris beaucoup de choses. Comment bien pêcher au sac soluble, le montage hinged stiff rig, que je n'avais jamais testé, tout comme le shod rig d'ailleurs. C'est super. Pendant la Carp Academy, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à utiliser les chod rigs, les sacs solubles, et j'ai amélioré ma technique de lancer. J'ai fait ma première prise au sac soluble. C'était un super moment. C'était génial. J'ai sorti ma première carpe au sac soluble. Mon moniteur m'a appris la technique. J'ai appris à amorcer au spot comme il faut, à me placer sous les arbres. C'était top, vraiment, il est là. Mais oui. Ça y est, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. On leur a remis leur prix et leur diplôme, et maintenant, c'est le moment que je préfère. Attention, il est temps de lancer vos casquettes.